2 août 1984. Cette nuit, du 1er au 2, j'ai eu l'expérience de ce que Mère appelait tous les nerfs torturés. Je ne sais pas à quoi cela correspond dans la théorie entre guillemets médicale. D'ailleurs, un médecin que j'ai consulté m'a dit catégoriquement qu'il n'y avait pas de sciatique, ou peut-être au maximum une petite branche tout à fait secondaire du nerf sciatique, autrement rien. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vision. Hier soir, en me couchant, j'avais mal dans les nerfs des 2 jambes, ce qui m'arrive assez souvent, et j'avais beaucoup de mal à m'endormir. Puis je me suis endormie, et vers le milieu de la nuit, je suis devenu conscient de 2 faits simultanés, l'un positif et l'autre négatif, dont je ne m'explique pas du tout le positif. Le fait négatif, entre guillemets, c'est que tous les nerfs de mon corps, et particulièrement les jambes, mais tout le corps, étaient torturés. C'était une torture. C'était long. Et pourtant, je ne me réveillais pas. Cela se passait dans le sommeil. Et dans le sommeil même, je comprenais. C'est cela que Mère subissait. Le fait positif, qui a été effacé de ma conscience, ne laisse qu'un vague souvenir presque indescriptible. En même temps, italique, qu'il y avait cette torture, je voyais ou je sentais entrer en moi, où j'avais l'image de mon propre corps, je n'en sais rien, une forme qui était faite de points, d'innombrables points bleu foncé, avec un certain nombre de points blancs. Un mélange de points bleus et de points blancs. C'était tout à fait comme les images que l'on obtient sur l'écran des ordinateurs. Une multitude de points juxtaposés qui font une forme. Mais ce n'était pas une image plate comme sur un écran, c'était une image pleine et vivante. Je dis image parce que je ne sais pas du tout ce que c'est, mais cela n'avait rien d'une image. C'était une forme vivante. Il y avait donc cette forme bleu foncé qui semblait entrer en moi, ou qui était en moi, ou qui était devant moi, je ne sais. Et en même temps, il y avait cette torture de tous les nerfs. Puis peu après, il m'a semblé qu'il y avait une autre forme similaire qui était légèrement dorée et qui entrait en moi, ou que je voyais devant moi, ou qui était en moi, je n'en sais rien. Cela a duré longtemps. Enfin, dans ce temps-là, c'était très long. Et j'ai fini par me réveiller. Ce matin, je suis épuisée. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est très dur depuis le 30 juillet. Ce qui m'étonne, c'est cette torture consciente que je subissais sans me réveiller. D'habitude, dans ces cas-là, on se réveille. J'ai l'impression que tout est disloqué en moi, à la fois intérieurement et physiquement, comme si j'étais dans un état de non-compréhension totale et d'impuissance totale. Une espèce de matière qui ne comprend plus rien à rien et est incapable de faire quoi que ce soit. Si je pouvais dormir, j'aimerais passer mon temps à dormir. Tous les ressorts habituels sont démontés. Soit il est difficile d'aller plus loin dans la nudité matérielle ou la dénudation, sauf au moment de la mort, voilà. Tout ce qui fait la vie humaine est parti, sauf ce quelque chose de tout à fait cellulaire qui... Quoi ? C'est un état voisin de l'hébétude, mais avec quelque chose d'autre. 3 août 1984. Le plus long travail, c'est de mettre à nu la matière. C'est comme de mettre à nu du précambrien pur
sans aucun mélange sédimentaire, ni glissement postérieur, ni infiltration du pluvieux primaire, en supposant, concrètement, que l'on se trouve devant de la géologie empilée jusqu'aux plus récentes terrasses ou nappes du Quaternaire, y compris la nappe Homo sapiens, et toutes les petites bêtes jamais mortes de tous les étages possibles. Après cela, on ne peut plus jamais, jamais parler d'innocence. Si les saints et les magistrats savaient sur quoi ils sont assis, le ciel aurait des cornes et les enfers seraient pleins de martyrs. Dieu est plus sage. Vision. Ce matin, j'ai eu 3 ou 4 changements de secteur, entre guillemets, ou affleurements de secteur, dans une zone bien déterminée et pour une fois perçue clairement. La première fois, je tirais un rideau mal tiré dans l'entrée de la maison. La deuxième fois, j'ouvrais la porte de chez S pour déposer 2 tubes de je ne sais quoi. La troisième fois, j'ouvrais la porte de ma salle de bain. Et la quatrième, je tournais un robinet et je faisais couler de l'eau. C'est-à-dire une conscience tout à fait matérielle, presque ménagère. Sur les sommets, rien de nouveau. En somme, c'est la conscience qui organise la matière. Elle peut tirer des rideaux, faire couler les robinets ou arranger des accidents et des cancers, au choix. L'écureuil ne pourrait pas modifier son ménage. L'homme peut. C'est l'avantage de toutes ces erreurs, entre guillemets, de l'utilité de la géologie et des enfers. Après-midi. Là, allongé sur le lit et dépourvu de toutes les fioritures de l'âme et de l'esprit, on se trouve buté devant une matière tellement inerte et nulle, idiote, et si totalement impuissante. On a l'impression que des siècles peuvent passer là-dessus sans que rien ne bouge et qu'à moins d'une grâce suprême qui prenne possession de ce magma stupide, il n'y a pas d'espoir. C'est vraiment l'impuissance. Assis et concentré, on sentait si physiquement ce torrent de puissance. Mais dessous, il y avait cette inertie de cailloux. On m'a obligé à rester allongé pour toucher ce fond-là. Soir. Ce qui me console, c'est que le massif armoricain est un représentant du pur précambrien. 4 milliards d'années, c'est du solide. Leur psychanalyse ne vaut rien. Ils n'ont pas l'outil qu'il faut pour faire un trou. Reste à inventer, après Sri Aurobindo, une géoanalyse. Point d'exclamation entre parenthèses. Parce qu'après tout, leur psycho, c'est seulement du polichinello. 4 août 1984. Vision. Toujours dans cette conscience tout à fait matérielle, ménagère pourrait-on dire. Ce matin encore, il y a eu divers changements de secteur, entre guillemets, montrant des activités purement matérielles de la vie quotidienne. Et à un moment, je me suis retrouvée en train, comme tous les jours au repas de midi, de manger des épinards. On ne mange pas dans les hauteurs spirituelles, entre guillemets, non. C'est une conscience qui est tout à fait fermée aux notions dites supérieures. Sri Aurobindo, le changement du monde, l'espèce nouvelle, le vieux désastre et tutti quanti, cela n'existe pas, cela ne veut rien dire. Ce n'est pas que cette conscience soit fermée, mais tout simplement elle ne comprend pas. Ce sont des idées et des raisonnements. C'est un autre monde au-dessous de toutes nos activités intellectuelles, spirituelles, esthétiques, sentimentales, enfin tout notre tintamarre glorieux qui recouvre sa petite activité de fourmi besogneuse et imperturbable.
On peut lui parler de la mort, du décès de quelqu'un que l'on aime, du cancer. Elle s'en fout. Elle ne comprend pas. Simplement, elle tourne et tourne dans son habitude, selon son habitude. Tout le reste, c'est un autre monde qui ne la concerne pas. Voilà 11 ans et plus que j'étudie cette conscience ménagère, entre guillemets, et que je travaille dessus, notamment depuis le 2 mai 1973, quand j'ai décidé un jour dans les canyons d'Auroville de faire entrer le mantra dans le corps. Voir agenda du 5 mai 1973. 11 ans. Et ça mange des épinards, tourne des robinets. Et toutes sortes d'autres petits robinets qui font la vie et la mort en dessous de nos brillantes spéculations et de nos méditations spirituelles et éthérées. Et c'est peut-être la vraie clé, en lettres majuscules, de la vie nouvelle. Si l'on change ça, tout le mode de vie, on pourrait dire tout le ménage de la vie, peut changer. C'est le vrai changement de programme tel qu'il est censément, je dis bien censément, inscrit dans nos précieuses molécules d'ADN. J'ai eu l'occasion, tout à fait intéressante, d'étudier cette conscience, ou plutôt cette subconscience, dans un petit chien de 2 ans, un labrador que nous avions. Nous avions car on a dû s'en débarrasser. Ce labrador a donc disparu une première fois et on a fini par le retrouver dans un village à quelques kilomètres, gardé par des gens. On a récupéré le chien. Mais depuis ce moment-là, il cassait toutes ses chaînes les unes après les autres pour refiler dans ce village. On l'a récupéré 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais ce chien n'avait plus qu'une idée fixe, retourner là-bas. Pourtant, il n'y avait pas de chienne pour l'attirer, et pourtant il était moins bien nourri chez ces villageois que chez nous. Et il continuait de casser sa chaîne. Qu'est-ce donc qui l'attirait ou l'hypnotisait à ce point dans ce village ? Finalement, un voisin obligeant de la maison, où ce chien retournait toujours, nous a dit « Vous savez, ces gens ont donné à manger à votre chien un morceau de sucre de canne autour duquel ils avaient attaché une ficelle et un papier écrit. C'est-à-dire un mantra. Ces gens voulaient garder le chien à leurs fins particulières et inconnues. Jusqu'à preuve du contraire, un chien ne sait pas lire et l'idée d'un mantra ne peut pas entrer en lui. Mais une vibration peut. Elle peut entrer en lui avec une puissance telle qu'il casse sa chaîne et commence à dépérir, refuse sa nourriture si on ne le laisse pas partir à son destin désastreux et irrésistible. On comprend qu'une chienne en chaleur puisse entrer dans le programme d'un chien. Mais un mantra. On a dû se débarrasser du labrador et le donner à des planteurs qui habitaient à quelques centaines de kilomètres d'ici. Donc, un certain type de vibration peut être si puissant qu'il défie tous les instincts normaux d'un animal et même son instinct de conservation. C'est justement ma conscience qui mange des épinards et tourne les robinets subrepticement tandis que j'écris ces lignes. C'est cette même conscience ou subconscience matérielle qui me faisait hurler de douleur à 4 ou 5 ans quand on m'a séparé de ma mère pour m'emmener en voiture à la Beurvarac. Si j'avais eu des chaînes autour du cou, j'aurais cassé ma chaîne pour retrouver ma mère à Paris. Mais je ne pouvais pas sauter de cette Bugatti de mon oncle. C'était l'une des premières Bugatti qui roulait peut-être à 60 à l'heure. Quoique si l'on ne m'avait pas tenu dans les bras de ma tante, j'aurais été très capable de le faire. C'est ce même type de conscience qui me relie invisiblement, mais si puissamment et comme indéfectiblement, aux odeurs de Varech, aux mouettes et aux petits clapots de Noroit dans la passe de Conguel. Enfin, je suis plus sérieux, entre guillemets, maintenant, et je ne casse plus ma chaîne pour retrouver ce type de vibration. Mais c'est là. Je veux dire que le mécanisme est là, tout pareil. C'est toujours cette même conscience ou subconscience matérielle qui, pourrait-on dire,
ouvre et ferme les robinets de la vie et de la mort. C'est une sorte d'hypnotisme dans la matière, ou plutôt infligé à la matière. Ce n'est pas une loi, c'est un hypnotisme vibratoire. Voilà 11 ans et plus que je suis dans le problème sans l'avoir vraiment résolu. Le mantra de mère n'est pas encore devenu un automatisme cellulaire qui remplace tous les vieux hypnotismes. C'est certainement une clé, peut-être pas la seule, qui règle le mécanisme des conditions de vie et des conditions de mort dans le corps. Comme ça tu vis, comme ça tu meurs. Sans ça tu meurs, avec ça tu peux vivre. C'est la vie et la mort en vibration. Il y a de quoi méditer là-dessus. La solution de ce problème serait plus fructueuse et plus efficace que tous les remèdes anti-cancer. Ce serait le remède radical, le changement de la vie, entre guillemets, qui est seulement de la mort. C'est peut-être la racine même de la mort. Il est plus facile d'éprouver en éprouvette que d'être soi-même l'éprouvette. Manger des épinards n'est pas l'une des occupations les plus alléchantes de la vie. Et pourtant, il faut du courage pour continuer à vivre là-dedans. Soir, cela semble être l'ordinateur de la vie et de la mort matérielle. Ce n'est pas le circuit magnétique, mais un circuit hypnotique. On peut mourir pour une mouette absente, si cet imbécile en décide ainsi. Il faut qu'il soit hypnotisé par la vibration nouvelle. C'est tout le problème et la résistance. Le labrador avalait plus facilement sa petite vibration néfaste que mon corps n'avale le mantra de mère. Qu'est-ce qui fait la différence? Si ce n'était pas si désespérant, on pourrait intituler ce chapitre « De l'utilité des épinards ». Je connais un certain Popeye qui serait bien de cet avis. Nuit du 4-5 août 1984, vision, notée dans mes bouts de vision. La dent que je m'enlève tout seul, pas de sang, propre. Ma mère doit subir une extraction. 5 août. J'ai recommencé mes concentrations, assise sur une nouvelle chaise. Cette cataracte bleue a encore augmenté de puissance et de densité, si c'est possible, depuis cette période allongée. Ce qui est en dessous ou dans la cataracte répète le mantra. Il n'y a plus de but, entre guillemets, là-dedans, ni d'idée de changement du monde ou de soi, ni d'espèces nouvelles, ni de prière. Tout est englouti, écrasé là-dedans. Il n'y a plus que la marche, impitoyablement et presque sauvagement triturée et martelée, relentlessly. On verra bien. Il n'y a qu'à se laisser aller, se laisser faire. D'ailleurs, on ne vous demande pas votre avis. On se demande comment tout cela ne vole pas en éclats. 6 août 1984. Ce matin, tout d'un coup, c'était si vivant, poignant. Ce tunnel que nous creusions en Autriche. Et subitement, cette voix espagnole qui s'est mise à chanter « Debout les damnés de la terre, le poing levé ». Les SS avec leur schlag, l'odeur humide du tunnel, et cette voix « Debout les damnés de la terre », on l'a pendu. Cela vibre si profondément, 40 ans après. Tout reste là, à jamais guéri. On est toujours dans le tunnel, on n'en est jamais sorti.
Mère a dit « celui-là ». Je suis un très vieux damné de plus d'une existence. J'aime mieux l'espagnol que le Christ. Mais c'est pareil. Je suis dans un détroit polaire. Les rives sont glacées à droite et à gauche. J'aime mieux l'espagnol que le yogi libéré. Mais c'est pareil. J'aime mieux Sri Aurobindo que l'espagnol. Mais c'est plus difficile. Après-midi. J'ai l'impression que nous faisons tous des galipettes. Des galipettes en noir, des galipettes en blanc, des galipettes en vert et en rouge et en arc-en-ciel, des galipettes d'espoir et de désespoir, des galipettes de vérité ou de mensonge, des galipettes religieuses, scientifiques, crucifiées et révoltées et résignées, rien que des galipettes de singes dans l'arbre du mental. Mais il y a autre chose. Il y a le fait, lettre capitale. Cet après-midi, j'ai l'impression d'avoir été empli du fait sans pouvoir rien dire de ce que c'est, sans pouvoir comprendre, sans pouvoir sentir, sans pouvoir faire aucune galipette. C'était le fait. Ce n'était plus dans l'arbre, ni dans aucun arbre. C'était peut-être Sri Aurobindo, parce que j'aime bien Sri Aurobindo, mais c'était le fait. Soir. Le fait, c'est quelque chose qui n'appartient plus à l'espèce considérée ni à aucune espèce connue. Nous avons une théorie de la vie et même une théologie et diverses panacées. Les Annélides aussi peut-être et les marsupiaux avaient leur théorie indubitable. Quelle prétention nous fait penser que notre théorie humaine est plus indubitable et plus scientifique que celle des marsupiaux et des Annélides, et qu'elle sera plus durable. Nos infaillibilités papales et scientifiques passeront comme celles des Annélides et des marsupiaux. Il y aura le fait. L'antilope est mangée par le lion, c'est un fait. L'homme est aussi mangé par la mort, c'est un même fait. Le fait, avec un grand F, c'est ce qui n'est plus mangé par la mort. C'est le seul fait depuis l'avènement du minéral. La mort est descriptible, l'immortalité aussi peut-être, mais la non-mort, qui la décrira? Il faudrait décrire une vie qui n'existe pas. Ce n'est plus la vie que nous connaissons, et cela n'a pas des ailes de chérubin pour autant. Nuit. Je crois en effet que les damnés de la terre peuvent comprendre Sri Aurobindo mieux que les autres, s'ils sont assez forts pour surmonter le goût de la damnation et le charme du désastre. Il y a des batailles plus difficiles et plus douloureuses que la crucifixion ou la pendaison, plus longues aussi. 7 août 1984. C'est un absolu, lettre majuscule, physique, impérieux et indiscutable, comme la foudre, la nuit, le jour et les marées. C'est comme cela, lettre capitale. Et puis c'est tout. Rien de psychologique, aucun sentiment, de la puissance en action. Nuit du 7-8 août 1984, noté dans mes bouts de vision. Sujata entend ou voit, ou il lui est dit, a dangerous ledge, un bord dangereux. 8 août 1984, dans la forêt. Je n'ai jamais vécu quelque chose de plus douloureux qu'aujourd'hui, depuis ce 15 novembre 1943, dans la cave de la Gestapo.
soir. S'il n'y avait pas Sri Aurobindo, j'abandonnerais tout. La plus grande réalisation, entre guillemets, qui m'est donnée, c'est qu'il y a Sri Aurobindo. Nuit. Mal dans tous les nerfs des jambes. 10 août 1984. Je suis arrivé à cette conclusion absolue. Tout ce qui fait mal, tout ce qui tire, tout ce qui souffre, fût-ce le chagrin ou la peine la plus justifiée, entre guillemets, c'est la mort qui résiste pour garder sa vie, entre guillemets, point d'exclamation entre parenthèses. Autrement, c'est glorieux et sans ombre. Le savoir ne suffit pas à guérir la peine ou l'horreur, mais aide à ne pas prendre le parti de la mort. La révolte est l'un des agents préférés de la mort, mais la soumission aussi. C'est-à-dire tout ce qui est susceptible d'un pôle contraire. Il faut qu'il n'y ait plus de contraire. Dans l'état nouveau, il n'y a plus de contraire. Et toute notre vie humaine, du haut en bas, est bâtie sur des contraires. C'est un état sans ombre. Rien ne projette d'ombre. Même leurs libérations, entre guillemets, sont le contraire d'un esclavage, et leurs cieux le contraire d'un enfer, c'est-à-dire un mensonge à l'envers. Et toutes leurs vérités, entre guillemets, sont des mensonges à l'envers. En somme, tout ce qui est susceptible d'un contraire est dans le règne de la mort. L'état sans mort n'est pas, lettre capitale, l'immortalité. Je ne fais pas de la philosophie. Je cherche les conditions physiques qui nous aideront à sortir du règne de la mort. 11 août 1984. Moi, je fais constamment des bêtises. Toi, tu les changes constamment en un bien plus grand. K est l'étude, entre guillemets, de la transformation pour Auroville. La recette, asphyxier et se débattre sur le sable, jusqu'à ce que plus rien ne bouge. Qui veut? On bouge longtemps. Après-midi. Le pire obstacle est le plus grand levier. Mais tant que ça dure, on n'en sait rien, comme le poisson sur le sable. C'est comme cela, il n'y a pas à discuter. D'ailleurs, on n'y comprend rien et il n'y a rien à comprendre. Il faut que le fait change. Il faut que le vieux fait arrive au bout et que le nouveau prenne la place. C'est ce bout-là. 12 août 1984. Tout au fond de l'être, à la frontière de la matière et de la vie physique, il y a un point d'une intensité mortelle. On dirait que toute la mort et la misère du monde sont ramassées là. Depuis des mois, je décris des cercles concentriques de plus en plus serrés autour de cela. C'est comme une clé de voûte à l'envers. D'ailleurs, ce n'est pas décrire des cercles, c'est s'enfoncer comme une vrille. Et en même temps, on touche comme un fond de désespoir. Je ne sais pas, la mère qui regarde son enfant mort sent peut-être quelque chose comme cela. C'est très muet et c'est très aigu. C'est comme le point à partir duquel on ne peut plus vivre. Pour chacun, le prétexte est différent, mais le point est le même.
Je ne sais pourquoi. Je pense au général de Gaulle, qui avait tenu tête aux Allemands, mais il n'a pas pu supporter la mort de sa fille Yvonne. Je suis devant cela, ou plutôt je vrille là-dedans. L'après-midi. Pendant les manipulations entre guillemets de cet après-midi, j'ai cru entrevoir une découverte très importante pour moi. Mais 1000 fois découverte déjà, point d'exclamation entre parenthèses. Seulement, il faut faire la découverte au vrai niveau physique. J'étais en train de vriller dans ce point de douleur quand soudain, c'est comme si tout me tombait des mains et je laissais filer tout cela comme un petit caillou au fond des vallées. Juste un bout de matière au milieu de ces milliards de mètres cubes de matière. Ce qui s'est passé alors, il est trop tôt pour en parler. Mais c'était une invasion de puissance formidable, et c'était comme toute la montagne, figurativement, qui recevait cette puissance au lieu de ce point laborieux et douloureux. Peu importe. Ce qui importe, c'est que j'ai vu toucher ceci. Ce point de mort, c'est en fait, un point de jeu par rapport à qui? Mais un jeu très physique. S'il n'y a plus ce par rapport à qui, il n'y a plus de malheur entre guillemets qui arrive. La mort d'Yvonne de Gaulle n'existe que par rapport à Charles de Gaulle et n'a pas un sens particulier pour moi, entre guillemets. Il y a un point de jeu, mais un jeu physique qui fait tout le malheur. Le point de mort, c'est le point de jeu physique. Inutile de faire des phrases. Il faut voir pratiquement comment et si ce jeu physique peut se dissoudre ou quoi. Mais c'est le point de mort. Si J apostrophe entre guillemets avait eu peur dans les canyons d'Auroville, la mort me serait arrivée. Mais étrangement ou miraculeusement, ce jour-là, il n'y avait plus de moi physique qui sentait quoi que ce soit ou craignait quoi que ce soit ou imaginait quoi que ce soit. Ça se déroulait comme en dehors de moi. Et la mort ne m'est pas arrivée. La mort ne m'est pas arrivée parce qu'il n'y avait personne pour la recevoir. Soir. C'est un jeu dans la conscience tout à fait matérielle, à la frontière de la matière pure et de la vie physique. Le même jeu qui fait que l'oiseau s'envole quand l'épervier fonce dessus. On a eu tellement l'habitude de s'envoler et d'un épervier mortel que c'est difficile d'oublier cela. C'est cellulairement qu'il faut oublier ce jeu. C'est problématique. Point d'exclamation entre parenthèses. Mais J apostrophe ai eu l'expérience dans les canons d'Auroville. En tout cas, mon cœur battait comme d'habitude. Quand le jeu est revenu, après la fuite des assassins, mon cœur s'est mis à battre comme un fou. Il s'est aperçu qu'il aurait pu être assassiné. Là, il ne s'en apercevait pas du tout. J'ai eu tellement mal dans tout mon corps aujourd'hui que je me demande si je ne dois pas rester allongée de nouveau pendant ces manipulations. Il faut traquer la mort jusque dans son dernier repère. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre libération, entre guillemets. C'est un vieux compte à régler pour celui qui est sorti des camps de la mort, n'est-il pas vrai? Le dernier camp de concentration, c'est je. Ce sont les premiers barbelés dans la matière. La grande division, moi et le reste. Mais c'est dans la matière que cela se défait, pas dans le nirvana.
Cela remonte au premier unicellulaire.